Les marchés vont devoir continuer à vivre avec ce risque géopolitique en 2020. C'est le sentiment, c'est la conviction de Frédéric Rollin de la banque Pictet Asset Management. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tous mes voeux, merci d'être là avec nous. Merci, bonne année. Bonne année. C'est vrai que quand on regarde les derniers mois de 2019, on aurait pu se dire, ouais, le Brexit, ça va un peu mieux, on y voit un peu plus clair. Aux États-Unis, il y a cet accord de phase 1 qui devrait être signé dans les prochaines semaines, on se disait en décembre, donc, parce que c'est pour la mi-janvier là. Et puis les premiers jours de 2020, même si ça semble se calmer légèrement un petit peu ces dernières heures, encore une fois, entre l'Iran, il n'y a pas eu de riposte foudroyante de la part de l'Iran pour l'instant. Votre conviction, c'est que ce thème géopolitique, même au-delà de l'Iran et des États-Unis, va rester central cette année. C'est ça votre conviction? Oui, alors effectivement, le risque géopolitique, d'ailleurs pris positivement et négativement, mais quand même plutôt du côté du risque. Je crois que ces événements entre l'Iran et les États-Unis nous rappellent qu'effectivement, il n'a pas disparu. Hein. Vous vous rappeliez, accord de phase 1, tout paraît aller bien entre l'Américain et la Chine. Ouais, entre les Américains et les Chinois, tout paraît aller bien, enfin. Et puis le Brexit va se faire comme ça, tout en douceur. En fait, nous, on pense que même sur ces thèmes-là qui ont été extrêmement importants au cours de l'année 2019, eh bien, vont rester de façon positive ou négative encore importants en 2020. Puis de nouveau... Justement, et sur celui-là, sur ces, finalement, les marchés guettent les représailles iraniennes. C'est ça aujourd'hui le sujet. Ouais. Leur réponse militaire. La grande incertitude pour les marchés, c'est cette riposte. C'est ça le truc. Il faut pour Téhéran réussir un petit peu, on va dire, à sauver la face sans pour autant s'octroyer les foudres, enfin une attaque foudroyante de la part de Trump derrière, qui a promis. Alors là, effectivement, la question qui se pose, c'est que Trump est quand même allé assez loin en tuant ce général, et donc pour garder la face, l'Iran doit répondre de façon assez ferme, mais non plus sans pour autant peut-être aller trop loin et risquer effectivement une confrontation directe, une guerre avec les États-Unis. Guerre qui est totalement asymétrique. Guerre qui est asymétrique. Qui est tout à fait asymétrique. Mais enfin, l'Iran a quand même quelques atouts. Donc il parle de 13 possibilités, donc qu'on ne connaît pas à ce stade-là, et qui serait un cauchemar pour les États-Unis. Donc on a des déclarations extrêmement, je dirais, hyperboliques de la part de l'Iran, comme des États-Unis. Mais ça peut, par exemple, venir du Liban, où le Hezbollah, là-bas, est très important. Ça peut venir du Yémen. L'Iran a une influence assez importante sur les Houthis. On a vu que, notamment en septembre dernier, il y avait eu des attaques de drones aussi sur une grosse partie de la production saoudienne. Donc ça, je dirais que ça serait des représailles relativement classiques et proportionnées. Et puis, il y a la possibilité d'attaques plus directes sur Israël. Là, ça serait déjà un petit peu... Parce que, l'Iran considère finalement qu'Israël est une sorte de proxy des Américains dans la région. Ou alors, éventuellement, un blocage, en tout cas, des escarmouches dans le détroit d'Ormuz, par lequel passe quand même à peu près un tiers du trafic Eric Chanet, qui pétrolier. était là avant vous, disait que finalement, même un blocage du détroit d'Ormuz, si c'était temporaire, ce ne serait pas une catastrophe parce que les Américains peuvent pomper plus, parce que la donne a changé sur le marché pétrolier aujourd'hui. Alors, c'est moins grave que ça a été auparavant, parce qu'effectivement, les États-Unis aujourd'hui sont autosuffisants en pétrole, et c'est quand même une énorme économie. Vous avez quand même à peu près un tiers du trafic pétrolier qui passe par le détroit d'Ormuz, et on sait que quand même la demande de pétrole est assez inélastique. Le pétrole, il en faut. On ne peut pas d'un seul coup se dire je vais trouver quelque chose d'alternatif pour remplacer le pétrole. Donc un blocage du détroit d'Ormuz, évidemment, si on fait tout de suite l'hypothèse qu'il est seulement temporaire, on va à ce moment-là regarder les stocks, on va voir si les stocks descendent, à quelle vitesse, et à quelle vitesse aussi s'ouvre le détroit. Mais enfin, ça sera quand même assez inquiétant pour les marchés, parce que si on commence à avoir des blocages, il y a eu quand même récemment, il y a des navires iraniens qui ont, je dirais, harcelé en quelque sorte un navire, l'Abraham Lincoln, un navire américain important. Donc on voit quand même que ça peut frotter de ce côté-là. Alors c'est pas un scénario principal, parce que ça serait véritablement quand même quelque chose d'important, mais nous, on a plutôt tendance à penser que ce scénario quand même serait assez mauvais pour les marchés, parce que croire que ce blocage durerait peu, ça serait peut-être un pari que les marchés ne feraient pas tout de suite. Il faudrait voir en fait ce qui se passe. Quand on voit la réaction des marchés aujourd'hui qui remonte, notamment sur le marché européen et même la clôture hier à New York, on voit que finalement les marchés anticipent une forme d'accalmie et une non-escalade des tensions entre Américains et Iraniens. Je crois que ce que le marché pense, et ce qui est, je pense, ils n'ont pas tort, c'est que les Iraniens vont être
entre guillemets, suffisamment raisonnable pour ne pas déclencher un conflit très direct avec les États-Unis, conflit dans lequel ils ont une infériorité militaire flagrante. Ouais. Et donc, voilà, proportionner leur réponse. En même temps, il y a quand même aussi le besoin pour le pouvoir de montrer son autorité et donc de faire une réponse suffisamment forte. Donc c'est la ligne, vraiment le chemin est probablement assez étroit pour éviter un conflit important. Ouais, sachant que cette montée, encore une fois, des tensions dans le Golfe entre Américains et Iraniens, ça ne doit pas éclipser non plus le fait qu'il y a la phase 2 du Brexit qui va commencer, alors, voilà. Que aussi il y a l'accord commercial aussi avec les Américains et les Chinois, ce qui sera bien signé le 15 janvier, puis il y aura aussi une phase 2 de l'accord commercial avec des négociations commerciales entre Américains et Chinois. Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors voilà, et si on prend maintenant le Brexit par exemple, alors c'est vrai que nous, on va être quand même plutôt du côté optimiste, du côté du risque. C'est-à-dire qu'il va y avoir des négociations. Ces négociations... Sur les accords commerciaux. Sur les accords commerciaux. Parce qu'il faut expliquer ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a des accords de principe, en fait, essentiellement, dans lesquels, effectivement, dans la douleur, très difficilement, dans lequel, effectivement, on a décidé finalement de mettre une frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni, enfin, et l'Angleterre, pardon. Oui. Non. Justement. Voilà. Et donc, Boris Johnson a fait le pari qui battrait les unionistes, en fait, et effectivement, il a eu cette majorité. Donc, il a réussi à... Donc, c'est l'accord de divorce, maintenant, c'est comment est-ce qu'on va commercer entre l'Europe exactement, comment est-ce qu'on va commercer et à quel point les Anglais vont accepter de continuer de suivre les règles européennes de telle façon à ne pas avoir à signer sur chacun des produits sur lesquels ils ne suivraient pas les normes européennes, la réglementation européenne, de signer de nouveaux accords. C'est pas une mince affaire, encore une fois, ces négociations commerciales, à la fois sur l'aspect tarifaire, sur l'aspect normes. Mais nous, on a le sentiment quand même que l'idée de Boris Johnson que tout doit être bouclé avant la fin de l'année, et je dirais, voilà, c'est une belle intention. C'est ambitieux. C'est ambitieux et que probablement il y aura des reports. Donc il y aura peut-être des tensions là aussi sur ce sujet-là. Il y aura des tensions, mais rappelons-nous quand même, juste pour parler un petit peu des marchés anglais, que cette arrivée de Boris Johnson au pouvoir, moi, me rappelle quand même énormément l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, avec à la fois un pouvoir très, très majoritaire en fait. Boris Johnson a quand même une grande majorité au Parlement, donc la possibilité vraiment de secouer les choses au niveau international, donc des tensions internationales qui vont continuer, mais attention aussi, la possibilité de couper les taxes, de relancer l'économie à travers du budget. Donc on risque d'avoir effectivement des tensions géopolitiques entre les Britanniques et l'Europe qui pèsent plus sur les actions européennes et qui finalement ne pèsent pas trop sur les actions britanniques parce qu'elles sont pas trop chères et en plus supportées par une politique interne qui risque d'être assez dynamique. Ouais. Côté guerre commerciale américano-chinoise, on se disait là encore, maintenant on va être tranquille jusqu'aux élections américaines. C'est pas sûr pour vous? Alors, l'accord, personne ne l'a vu véritablement. 15 janvier, ils devraient être signés le 15 janvier, la semaine prochaine. On sait qu'il y a 86 pages. Ouais. Donc c'est bien, mais c'est un peu, vous savez, le chat de Schrödinger, c'est-à-dire que est-ce qu'il est vivant dans cette boîte, est-ce qu'il n'est pas vivant? On a une probabilité d'accord aujourd'hui, mais on a eu quand même récemment des déclarations d'un officiel chinois qui dit que finalement il n'allait pas remonter les quotas pour l'achat de certains produits agricoles, notamment certains grains. Donc finalement, quand on regarde ça, on voit que à mesure qu'on s'approche de la signature, normalement le 15 janvier, eh bien, finalement, les déclarations chinoises ne sont pas si optimistes que ça. On a des Américains qui sont manifestement très optimistes, qui nous disent, voilà, c'est un super accord, ça va être signé, et puis les Chinois, de leur côté, qui restent extrêmement dubitatifs. Donc, voilà, est-ce que ça sera un accord, je dirais, un petit peu fou, avec des dizaines, des centaines de milliards, et puis on ne sait pas comment ça va se passer. À ce moment-là, je pense que les marchés ne le prendront pas très bien, ou alors est-ce que ça va être un accord très très bien organisé, peut-être un peu plus modeste, mais quand même avec le sentiment que ça peut se réaliser, là les marchés le prendraient bien. Et puis il y a toujours cette possibilité, comme on a eu l'année dernière, que l'accord au dernier moment ne soit pas signé. Et que ça capote. Donc en 2020, le risque géopolitique sera toujours là, d'autant qu'il y a les élections américaines. Et les élections américaines, voilà, on finit. Alors les élections américaines, donc réélection possible ou non de Donald Trump. Je crois qu'aujourd'hui les marchés quand même ont tendance, malgré les remous géopolitiques, à préférer Donald Trump qui est plus market friendly, on va dire, notamment au niveau des taxes. Sa réélection, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en général, les popularités des présidents américains vont de pair avec la réussite économique.
Ouais. Et en général, si on dit, voilà, si un président américain a réussi économiquement, si le chômage a baissé, s'il y a eu des hausses de salaire, il est réélu, mais aussi on constate qu'il a une bonne popularité. Or là, on a un président américain qui a plutôt réussi du côté de l'emploi, il y a des hausses de salaire, mais en même temps qui est extraordinairement impopulaire. Alors peut-être pour un président français, c'est une popularité plutôt bonne, ou pour des responsables européens, voilà. Mais pour un président américain, c'est plutôt bas. Et en général, quand même, les présidents qui n'avaient pas de bonne popularité, naturellement, n'ont pas été élus. Donc est-ce que ça va être une élection économique ou est-ce que ça va être une élection plus politique ? Compte tenu du fait que, quand même, le monde américain est devenu très politique, très partisan, la réélection de Trump est loin d'être Le risque géopolitique, c'est le point de vue de Frédéric Rollin de chez Pictet Asset Management, c'est que le risque géopolitique sera toujours là pour cette année, omniprésent, contrairement à ce que certains aient pu croire. Contrairement à ce que l'impression que donnait cette fin d'année où effectivement les grands débats géopolitiques semblaient tout à fait résolus. Allez, merci beaucoup Frédéric. Bye. Merci.